Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si tu dis juste qu'il est fabriqué en France et éco-responsable, c'est pas du tout un argument de vente. Quand je m'étais lancé, je me suis dit, bon, comment on fait? J'ai regardé un peu sur Internet, ça disait, ouais, faut cibler les gros, aller cibler large, c'est plus facile de trouver un client à 1000 que 10 à 100. Bah, c'est carrément faux, tu vois, ça n'existe pas dans la vraie vie. La moitié de la France, en vrai, s'en fout complètement. Elles sont prêtes à acheter des trucs à 15 euros juste parce que c'est beau. Et tu vois, toi, t'es à 45 euros parce que t'es éthique, bah, il va falloir mieux que c'est fait en France pour vendre, tu vois. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va se poser une question. Est-il important de bien choisir sa niche ? Bien, mon invité du jour, Kylian, a une réponse toute trouvée à cette question, puisque lui, il a décidé de se spécialiser dans les entreprises vertes, de développement durable, les entreprises éthiques. Il a lancé sa propre boîte dans cette thématique pour aujourd'hui aider ces entreprises dans leur développement, notamment via la publicité payante. Il comprend mieux leurs problématiques, il comprend mieux cette thématique et je pense que ça l'aide à faire grossir son activité aujourd'hui. Donc si vous vous apprêtez à vous lancer et que vous vous posez cette éternelle question du positionnement et de la niche, eh bien je vous invite à passer un bon moment en écoutant ce podcast. Bonne écoute. Kylian, écoute, merci beaucoup de participer à un nouvel épisode du podcast Ultra Giga Cool. Comment ça va aujourd'hui ? Super, bah écoute, merci à toi, ça va très bien, super. Et toi, comment tu vas? Ouais, écoute, ça va bien. On échangeait juste avant pour dire que voilà, la fin de semaine, c'est le moment où on peut souffler un petit peu parce que tu as les clients qui commencent à lever le pied et donc du coup, tu peux passer à autre chose. C'est C'est ça. cool. Ouais, exactement. En fait, tous les deux, Kylian, on a des activités un peu similaires. On évolue autour de la publicité en ligne. Je m'étais dit que j'allais t'inviter parce que il y a un truc auquel je me heurte et auquel d'autres personnes se heurtent et sur lequel je pense que tu as pas mal de choses à nous apprendre. Ça va être sur se nicher, choisir une cible précise. Mais pour qu'on en parle plus, tout simplement, je te propose que tu commences par te présenter. Dis-nous un petit peu ce que tu fais et ça va amorcer tout doucement les questions que j'aurai à te poser. Ouais, ça marche. Et bah, du coup, pour me présenter assez rapidement, je m'appelle Kylian Nabassi. Donc, je suis le fondateur de KL Digital. Comme tu l'as dit, on est une agence de social ads. On prend les marques responsables, tout ce qui est un peu engagé, à impact. Ça peut être aussi bien dans le cosmétique, dans le textile ou même en startup B2B, parce que chaque entreprise a un impact à apporter à la société. Et donc, ce qu'on fait, on les aide à se développer avec l'acquisition en ligne, donc Meta Ads avec Facebook et Instagram ou Google Ads aussi, où là on va se positionner sur des mots-clés pertinents. Mhm. Et ça fait un peu plus d'un an, ouais, un an et demi que j'ai lancé ça. Et tu vois, tu tombes dans un podcast qui parle notamment de publicité en ligne. Quand on parle de publicité en ligne, il y a généralement Facebook Ads et Google Ads qui viennent en tête. Toi, tu dis Ouais. que tu travailles sur les deux. Et forcément, c'est en plein dans la question que je me pose et qu'on va développer ensemble, si tu veux, c'est comment faire pour sortir un petit peu du lot quand en fait c'est pas compliqué finalement de lancer des publicités Facebook. Il y a plein de personnes qui peuvent le faire. Pourquoi on te choisirait toi et pas un autre? Qu'est-ce qui a fait en gros que toi, tu as choisi de t'orienter vers les marques responsables et pas autre chose? Ah, c'est une longue histoire dans le sens où avant de lancer cette mini-agence, avant j'ai lancé un autre projet qui s'appelait Loopio. Comme je commence à être un petit peu adulte, j'ai des potes à moi qui ont des enfants, tu vois. Et en leur offrant des cadeaux, je me disais, ah, c'est quand même cher d'acheter un pull 40 euros pour un enfant qui va le porter 2 semaines. Et de là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, bon, il n'y a pas des cartes cadeaux ou des abonnements mensuels pour avoir des vêtements un peu à leur taille qui les suivent, quoi. Que ce soit des vêtements qu'on ait de l'argent qui sert à quelque chose. Et ça n'existait pas. Et donc, j'ai vu que ça existait dans d'autres pays. Et du coup, avec deux autres amis à moi, je les ai un peu chauffés. J'ai dit, alors, vous êtes chaud, on lance le premier service d'abonnement aux vêtements pour bébé avec des marques du coup made in France. On s'est dit quitte à faire quelque chose qui aura une empreinte positive et un impact assez intéressant pour éviter la surconsommation des vêtements, surtout dans le textile pour bébé. On s'est dit on va essayer de mettre en valeur tout ce qui est made in France, donc toutes les marques qui font fabriquer leurs vêtements en France, et après redonner donc ces vêtements-là à des associations pour aider un peu les familles défavorisées. Donc, on avait trois axes hyper bien. Tu vois, moi j'aimais bien les valeurs qu'on représentait, à la fois éco-responsable en mode on limite la surconsommation, solidaire aussi parce qu'à la fin, une fois qu'on a réutilisé les vêtements, on les donne à une asso
Et voilà, et puis le côté un petit peu impact positif dans tout ça, j'aimais bien. Malheureusement, au bout de 2 ans, on n'a pas réussi à trouver notre marché. On avait des clients, mais ça allait pas assez vite. Et je me suis dit, bon, ben, j'ai pas envie de réinventer des systèmes, etc., des trucs trop innovants, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Et j'avais donc ma compétence en marketing que bah, je connais très bien pour le coup, plus toute l'expertise que j'ai acquérie dans le milieu un peu à impact, parce que j'ai été dans des incubateurs, je fais des présentations, des pitchs devant plein de gens, etc. Je me suis dit, bon, bah, je vais plutôt pousser les entreprises à impact parce qu'il y en a plein et elles sont pas forcément compétentes en marketing. Et voilà, donc je me suis dit, je vais compléter ça, je vais apporter toutes mes compétences à ce milieu-là. Et ça s'est fait assez naturellement au final. Euh, Super, j'aimerais revenir justement sur un petit peu ce passage depuis un premier projet jusqu'à tu as des compétences. Pour le Ouais. coup, c'est plus ou moins ce que j'ai fait aussi, donc c'est intéressant de voir les parallèles qu'on peut tirer. Je vois que dès le début, tu as fait plein de choix qui étaient, j'ai l'impression, les bons. Genre, premier projet, tu décides d'avoir une niche spécifique, d'avoir de, qui tourne autour de certaines valeurs bien précises, avec une cible identifiée, de t'associer. Genre, comment ça s'est fait que finalement tu as fait, bon bah écoute, ça va être ça, et pas je vais faire une boutique généraliste sur Shopify, tu vois. Bah, des boutiques sur Shopify, j'en ai déjà fait avant, dans tout ce qui est quand j'étais au lycée, dans mes études et tout, pour tester un peu de dropshipping, etc. à l'époque, tu vois, ça fait 10 ans presque. Et bah, c'était bien, mais pas assez rentable. Enfin, construire des boutiques, ça demande énormément d'énergie, tester des produits, pareil, et du coup, les résultats sont difficiles à obtenir et c'est un travail constant que j'avais pas envie de faire. Et surtout, bah, enfin, t'as pas de valeur parce que en fait, t'achètes juste un truc à 4 5 euros, tu le revends 20, c'est relou. Enfin, il y a pas de truc qui t'anime, tu vois. Il y a pas de vraie cause ni de bonne valeur. Il y a pas une vraie Mhm. mission. T'as pas de vision long terme non plus, parce que bah, même si tu arrives à un produit au bout de 6 mois, bah, il est sur tout le marché et toi tu vends plus rien. Donc quand j'ai voulu vraiment entreprendre, je me suis dit qu'il fallait que ce soit une idée assez originale, qui soit en accord avec mes valeurs aussi et ma vision. Et c'est pour ça que quand j'ai pensé à ce système de location de vêtements, je me suis dit, mais en fait c'est trop bien, on peut un peu révolutionner un nouveau mode de consommation pour les vêtements bébés. Enfin, on a un truc à écrire en gros, on va vraiment avoir un gros projet. Et quand j'en parlais autour de moi, j'ai été voir des comptables, voir des réseaux entreprendre, initiatives, etc. Et ils étaient super chauds, ils disaient, ah ouais, non, c'est super comme idée, etc. J'avais fait une petite étude de marché avant, j'allais juste pendant le Covid, enfin juste avant le Covid, j'allais dans des crèches, devant les crèches et je parlais avec les mamans, comme ça je leur expliquais le projet, elles me disaient, ah ouais, mais c'est trop bien. Et du coup, j'étais un peu, bon, on va dire, confiant dans le projet, je me disais, bah ça va cartonner. Et par contre, je me disais, mais tout seul, c'est impossible, il y a trop de travail, quoi. Il faut trouver les stocks, il faut faire le site, il faut faire les ads, il faut faire la logistique. Et du coup, c'est pour ça que je me suis associé avec deux amis. Et voilà, donc on s'est lancé comme ça et enfin, on était en accord, on avait les mêmes valeurs, puis on avait une vraie vision, tu vois, on voulait vraiment révolutionner la consommation des vêtements pour bébés. Et bon, ça s'est avéré plus difficile que prévu, mais après c'est le jeu de l'entrepreneuriat, tu vois, surtout quand c'est ton premier projet. Au final, on a fait toutes les erreurs possibles, tu vois, en construisant notre site nous-mêmes. On a commencé sur Wix, on n'avait pas l'abonnement, parce que nous, la base quand même de la pierre de l'édifice, c'est quand même de faire des abonnements. Wix le proposait pas. Du coup, on a arrêté la boutique sur Wix, on a construit une sur Shopify. Sauf que Shopify, à la fin, quand on a fini au bout de 4 mois, on voit qu'on ne peut pas faire d'abonnement autrement qu'avec des paiements PayPal. Donc un site qui prend pas la carte bleue pour des abonnements relous. Donc après, on a reconstruit notre site sur WordPress. Donc tu vois, déjà là, on a perdu quasiment un an sur 3 sites. Et au final, le temps, il passe vite parce que bah, tu te rémunères pas. Tu es là, tu t'avances, tu as des projets, mais au bout de 3 mois, tout s'écroule et tu dois tout reconstruire. Donc c'est hyper fatigant. Mais bon, bah, tu apprends énormément du coup, tu vois. Et c'est ça qui est super intéressant dans l'entrepreneuriat aussi. Bah carrément, ça a l'air d'être une expérience quand même qui est super riche, en fait, un espèce d'accélérateur finalement où tu as appris plein de choses. Tes associés, ils avaient quoi comme compétences que peut-être toi t'avais pas, je sais pas, qu'est-ce qu'ils avaient de complémentaire? Ouais, bah moi j'étais vraiment spécialisé dans tout le marketing, parce que c'est bah, les études que j'ai fait, les stages, les alternances que j'ai fait, c'était vraiment que là-dedans. J'avais travaillé déjà en agence de d'ads, donc du coup je connaissais ça, je savais comment piloter et tout. Et j'avais fait de marketing, mais pour des grands groupes. Moi j'ai bossé chez Philips, et du coup je voyais un petit peu les stratégies, comment mettre en place, donc ça c'était bien. Un de mes associés, lui, c'était plus la tech.
construisait les sites internet, il était très chaud là-dedans. Du coup, bah, il s'est occupé de ça. Et un autre, il était spécialisé en achat logistique. Donc c'est lui qui faisait la recherche des fournisseurs, la négociation, etc. Et donc ouais, on se complétait assez bien parce qu'au final, il y avait un peu les trois compétences nécessaires entre la logistique, l'achat, le technique avec le site internet, etc. Et moi pour le marketing et le commercial un peu pour vendre. Donc c'était cool. Mais ouais, on a fait trop d'erreurs. Enfin, en fait, toutes les erreurs possibles qu'on a fait, enfin, on les a faites, quoi. Eh ben, justement, en fait, c'est une des questions que je voulais te poser. Alors, sans que tu nous décrives toutes les années d'activité et toutes les erreurs qui vont Ouais. avec, parce qu'il y en a plein, des petites, des grosses, mais tu vois, entre le début de cette activité et son terme, il y a dû y avoir de gros apprentissages. Si tu devais résumer en, je sais pas, deux ou trois points clés de ce que tu as appris, ce serait quoi? Bah, le point clé évident pour moi, c'est d'abord, il faut chercher à faire de l'argent avant de réfléchir aux problématiques possibles. Tu vois, nous, on se prenait beaucoup la tête, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse un business plan, etc., qu'on fasse une levée d'argent pour acheter des stocks et tout. Donc, trop chiant, on a perdu du temps sur un business plan alors qu'on savait même pas si le projet avait son product market fit. Au final, on savait pas si le marché allait l'accepter. Donc, ça, on a réfléchi un peu pour rien. Quand on a lancé les sites, on a d'abord acheté le stock pour avoir des photos à montrer sur le site, des vêtements, etc. Si c'était à refaire, en fait, je ferais juste un site, je mettrais plein d'habits et dès que j'aurais des commandes, bah, au pire, j'achèterais pièce par pièce et j'éviterais d'acheter un stock direct à 20-30 000 euros qui va te rester sur les bras si tu n'arrives pas à tout fournir, tu vois. Donc, ouais, il y a ça c'est vraiment les plus importants. Ouais. Ok, et est-ce que ça, c'est des trucs que aujourd'hui tu es en mesure d'appliquer d'une certaine manière ou de réutiliser avec tes clients actuels? Je l'ai répliqué dans le sens où moi, quand j'ai lancé l'agence, là, je me suis dit, bon, là, le projet de Loupio, c'est mort. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recherche un travail? Est-ce que je pars en vacances? Parce que du coup, mes associés, eux, ils ont plutôt préféré s'aérer l'esprit et partir un peu voyager. Ou alors, est-ce que je lance un autre projet? Et j'étais plus chaud pour ça. Du coup, je me suis dit, bon, bah, les vacances, c'est cool, mais si je reviens et que j'ai rien de plus, ça va être chiant. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va proposer du service et on va pas réinventer un concept innovant. On va faire du marketing, on vend le service, le problème est réel, il y a de la place sur le marché et au moins t'encaisses directement. Tu vois, tu vends un service, t'es payé pour tout de suite. T'as pas besoin de faire de site internet, t'as pas besoin enfin, tu prends un téléphone, tu vas directement sur Salon ou par email, sur LinkedIn, enfin n'importe. Tu parles avec les personnes et tu trouves des clients comme ça. Donc, Alors, allez euh, vite, quoi. je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour autant, je dirais pas que c'est si facile que ça parce que euh, la prospection, mine de rien, c'est pas quelque chose qui est inné chez tout le monde. Moi, je viens d'un cursus ingénieur. Quand on m'a mis ingénieur commercial et que je devais décrocher le téléphone, j'étais en panique, tu vois. J'ai commencé à développer un petit peu des skills là-dedans. Toi, qu'est-ce qui a fait que justement, bah, tu étais déjà prêt à faire ça? C'est le fait que tu développais les skills de commercial avec ton projet Loupio, c'est autre chose? Déjà, avant de lancer le projet Loupio, j'avais fait 6 mois, enfin 8 mois de CDI dans un cabinet de recrutement. Parce que après mes études, j'en avais vraiment un peu marre du marketing. J'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour au niveau même bah, en général, parce que j'ai fait du marketing un peu opérationnel, j'ai fait du marketing normal, j'ai fait du marketing en ads, en presse. Enfin, j'ai un peu tout touché. Et j'ai jamais trop fait de vente pure. Donc, je suis parti en cabinet de recrutement. Et là, c'est de la vente pure, hein. Ils te mettent un portefeuille client, ils te disent développe-le. Et comment tu développes? Bah, tu prends des listes d'entreprises, email, téléphone, tu décroches des rendez-vous et t'accélères, quoi. Donc, c'était très formateur. Et du coup, ce qui fait que quand j'ai décidé enfin, arrêter cette occupation-là, cette activité pour lancer Loupio, bah, j'étais déjà assez à l'aise avec la prospection. Et du coup, je me suis servi de ces compétences-là quand j'ai lancé mon activité d'agence pour aller directement appeler les personnes avec qui j'ai envie de bosser, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, c'est très dur parce que même au début en prospection, tu vois, c'est pas du tout pareil quand tu lances une agence, tu sais pas trop comment approcher tes clients. Au début, j'ai essayé de faire des campagnes d'emailing avec des 300 emails à envoyer d'un coup. Je me suis dit trop bien, je vais gagner du temps. J'ai reçu la moitié de réponses des supprimez-moi de cette liste de diffusion, arrêtez de me parler. Je me disais ok, bon, ça marche pas comme ça la vie en fait, c'est pas si facile. Mais le téléphone, pour le coup, ça marche un peu mieux parce qu'au final, t'es en conversation directe.
Et même si au début, tu as un peu de mal à trouver ton argumentaire, enfin, être fluide dans tes propos, et ben, au fur et à mesure des appels, tu gagnes en confiance, en assurance, et ça se ressent, et les personnes, elles ont plus tendance à accepter un rendez-vous, tu vois, comme ça. Et sinon, les salons. Les salons, moi, c'est ce que j'ai fait le plus. Tu vois, du salon du Made in France, du salon Who's Next, où tu as vraiment les entreprises un peu durables qui arrivent. Bah, pour moi, c'était mon cœur de cible, donc je suis allé. Et même si j'ai pas vendu vraiment de prestat, tu vois, juste je discutais avec eux, je comprenais leurs problématiques, je leur expliquais ce que je faisais. Et là, ça m'a ouvert des portes, quoi. Ah. Il y avait Vivatech là, à Paris récemment. Ouais, Vivatech la semaine dernière, ouais, Ouais. c'est intéressant. J'y suis allé, mais c'est des salons. Ils sont cool pour la tech. Moi, la tech, c'est pas vraiment mon cœur Ouais. de cible. J'y suis allé parce que j'étais invité et je voulais voir comme c'était, tu vois, plus en touriste. Mais c'est pas là-bas que je vais faire de la clientèle, quoi. Bah, c'est bien parce que ça veut dire que tu sais très bien qui tu acceptes, mais ça signifie aussi que tu sais qui tu refuses et que tu l'acceptes toi-même. Donc, tu as ta grille directe. Avant qu'on attaque justement un petit peu plus ce sujet en détail, euh, quand je vais sur ton LinkedIn, je vois Time for the Planet. Ouais. Donc associé Time for the Planet, vas-y, dis-nous tout. Bah, en fait, Time for the Planet, pour ceux qui connaissent pas, c'est une association à grande échelle où tu investis de l'argent pour qu'il soit, on va dire, investi dans d'autres bonnes actions et c'est de développer tout ce qui est mouvement impact, mouvement engagé, etc. Et comme bah, avec Loupio, c'était ma première mission, c'était quand même de faire partie de ce monde-là. Et bah du coup, j'ai investi et maintenant on est enfin associé. Et chaque personne, même si tu investis 10 euros, bah, tu es associé à ce mouvement et tu le développes, tu vois. Moi, le but, c'est vraiment de donner de la lumière sur tous ces projets impact parce que ben, je pense dans le monde d'aujourd'hui, c'est quand même un peu enfin, obligatoire, quoi. Sinon, de la catastrophe. Si on met que en ligne les projets un peu dégueux, ça fait chier, quoi. Ouais, ça se prend des gros bad buzz qui font bien mal. Ouais. Tu vois, du Chine qui défile rue Cambon là, il y a 2, 3 semaines, c'est dégueu, tu vois. Moi, ça me fait un peu chier. C'est Mhm. des rues, elles sont emblématiques. T'as du Chanel, t'as des marques vraiment incroyables qui sont passées là et maintenant, bah, tu vois que c'est la Chine qui vient et qui, avec un peu d'argent, elle prend tout, quoi. Et ça, moi, ça me dérange. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie vraiment de bosser avec des marques, tu vois, durables, parce que je sais qu'elles ont du potentiel. Je sais que si elles sont bien mises en valeur, elles vont se développer. Et en France, je pense qu'on a besoin de faire plus confiance à notre industrie, à avoir des projets qui sont même des projets textiles ou cosmés ou quoi, à les développer, tu vois. Il y a de la place un peu pour tout le monde et il faut qu'on fasse confiance en France. Alors, si du coup je récapitule jusqu'à présent, tu avais déjà cette envie en toi, plus des compétences que en plus tu as développées sur un projet autour du développement durable, des produits éco-responsables. Voilà, c'était ancré dans l'ADN de ton entreprise de Loupio. Tu Ouais, as gardé ça et tu as décidé de reprendre une activité dessus. En plus de ça, tu fais salon et compagnie, donc finalement, tu avais déjà des contacts, tu étais déjà dans le milieu. Et tu t'es dit, cette fois-ci, je vais aller vers ces entreprises et je vais en faire mon cœur de cible. Comment tu ouais. as défini, tu as estimé que ces cibles-là, ou enfin plutôt cette cible-là, c'était la bonne? Quels critères tu t'es donné? Et je tiens à rappeler, juste parce que c'est important, tu l'as dit, euh, avec l'expérience, tu as dit il faut se faire payer d'abord. Donc tu as estimé que c'était une niche qui était rentable. Donc quel a été Ouais. ton process pour te lancer là-dedans en fait? En fait, bah, ça s'est fait assez logiquement, comme j'avais déjà échangé avec plusieurs entrepreneurs du milieu. Tu vois, quand on fait des rassemblements, je pense à des mouvements pour l'impact ou des choses comme ça, ou la marche pour le climat, des trucs comme ça. Et bah, tu vois plein d'autres entrepreneurs, tu vois, comme 1083, comme Loom, comme tu vois, plein de hangars, enfin, toutes ces marques un peu textiles qui ont des missions d'améliorer la consommation des vêtements. Et bah, je voyais qu'il y avait des nouvelles marques aussi qui se lançaient, mais qui avaient quasiment aucune connaissance en marketing et qui galéraient, tu vois, enfin, ils faisaient des ads vite fait et ça marchait pas. Et quand je jetais un œil, je me disais, ouais, mais en même temps, là, tu fais n'importe quoi, c'est normal. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, ben, en fait, quitte à faire, j'ai pas pu lancer mon projet, j'ai pas pu avoir ma vision des choses, enfin, proposer ma vision de consommation. Et ben, pour apporter ma pierre à l'édifice de ce secteur-là, de cet environnement, et ben, je vais plutôt les booster eux et ouais, c'est rentable parce que dans tous les cas, quelqu'un qui veut développer sa marque, et ben, il va avoir besoin au final de marketing. Et puis oui, moi maintenant, je demande du paiement en avant, avant la fin de cette mission.
parce que au début, je faisais l'inverse et c'était relou de courir après l'argent. Au début, tu le fais parce que t'as pas le choix, t'as pas de clients, faut que tu fasses tes études de cas, t'as un peu trop de choses à prouver. Et une fois que ça marche, tu peux un peu inverser la tendance en disant, bon, ben, moi, je marche comme ça, regarde les résultats que j'ai déjà eus, parce que j'ai la chance d'avoir eu quand même de très bons résultats avec plusieurs clients. Et donc maintenant, bah, les personnes me font confiance et quand je dis, bah, le paiement, c'est ça, et après, on commence à travailler, bah, ils disent, OK, tu vois. Mhm. Donc, ça, c'est important. Ouais. Petit retour encore une fois sur Loopio. Quand tu faisais la partie marketing, tu faisais déjà pas mal de ads, Facebook, Google. Au début, c'était vraiment plus du copywriting sur le site internet pour qu'on ait l'offre la plus claire possible. Et après, on a fait des ads ouais, sur Facebook, Google aussi. Et du coup, on jouait entre ça et le CRO, donc pour l'optimisation du site, pour notre parcours client. Donc ouais, c'était hyper complet, quoi. En fait, si je te pose cette question, parce que euh, comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, aujourd'hui, c'est quand même difficile de passer à côté de l'écologie, le commerce éthique, Ouais, etc. Et tant mieux. Mais en même temps, il y a des entreprises, genre, je prends un exemple, Total, tu vois. Total ouais, qui fait du greenwashing à fond. ouais, Et on a l'impression que bah, du coup, n'importe quelle entreprise, verte ou pas verte, éthique ou pas éthique, peut un peu utiliser ce vocabulaire, ces valeurs pour attirer à elle des clients. Comment tu fais, toi, dans cette uniformisation finalement du message pour faire en sorte que bah, ces marques, elles arrivent à sortir du lot? C'est un peu le but de tes pubs aussi, non? ouais, c'est ça. Bah, il y a, le but premier, c'est de leur donner déjà de la visibilité. Parce que elles ont beau avoir des produits fantastiques, si personne ne les connaît, personne ne va acheter. Tu vois, le bouche à oreille, c'est cool, mais ça prend quand même du temps avant de vraiment prendre. Et si on compte que sur le SEO, quand on vient de démarrer, c'est pareil, ça prend énormément de temps avant d'être bien positionné. Donc le seul raccourci, entre guillemets, c'est de faire des ads pour pousser tes publications au grand public, entre guillemets, et là, bah, avoir de l'acquisition derrière. Et donc pour voir un petit peu les marques un petit peu frauduleuses, il y en a, hein, mais en gros, quand tu regardes des entreprises à impact qui sont responsables, tu regardes pas juste le fait qu'ils aient mis qu'ils utilisaient du coton bio, tu vois. Tu regardes si le coton, enfin d'où il vient, s'ils ont des certifications, s'ils ont, tu vois, il suffit qu'il y ait une certif, par exemple EcoCert ou GOTS, des choses comme ça, et là tu sais que l'entreprise, bah, c'est pas du pipeau et que tu peux lui faire confiance, elle a vraiment des vraies valeurs, elle est vraiment engagée dans ce qu'elle fait, elle a une vraie mission. Et moi, ça me plaît, tu vois. Alors que du H&M qui fait des t-shirts en coton bio, bah c'est cool, mais bon, c'est un premier pas en avant, on va dire. Mais ça a rien à voir, tu vois. Il y a rien de très très responsable dans ce qu'ils font, quoi. Donc, est-ce que concrètement, tu pourrais nous illustrer un petit peu, j'ai dit illustrer avec des mots, hein, mais Ouais. ce qu'il y a dans une publicité pour des entreprises responsables? Ça dépend des publicités, tu vois. On va vraiment traiter différents angles. Donc le premier, ça va être vraiment la présentation du produit et ses avantages. On va mettre en avant, par exemple, l'utilisation d'une plante. Je te dis une bêtise, mais imaginons sur un cosmétique, là, il n'y a pas longtemps, je travaillais avec une entreprise comme ça, qui fait du lin, donc des cosmétiques à base de lin. Et ben, on va prendre en compte parce que le lin, en plus, c'est créé en France, c'est vraiment cultivé en France. On a un gros savoir-faire sur cette matière. Et donc, ben, on met en avant le fait qu'on utilise cette matière, qu'elle a des super bonnes vertus pour la peau, que c'est cultivé en France depuis des générations. Et après, en parallèle de ce message-là, c'est cool, mais tu vois, ça sert. Enfin, tu vends pas parce que tu es éthique. C'est ça qu'il Mhm, faut mhm. comprendre aussi. Il y a beaucoup de marques qui pensent ça et c'est là aussi où j'interviens. C'est que tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si tu dis juste qu'il est fabriqué en France et éco-responsable, c'est pas du tout un argument de vente. En fait, c'est un truc qui doit être logique, qui doit être normal pour tout le monde. Et c'est pas comme ça que tu vends. Donc, pour vendre, c'est les codes un peu classiques hein, des autres entreprises. Tu mets en avant les bénéfices, tu fais des preuves sociales, des choses comme ça. Tu montres les concours que tu as gagnés, les certifications que tu as validées les avant-après que tu as obtenus avec tes produits. Et là, tu vas réussir à vendre. C'est aussi là-dessus que j'interviens pour ce genre d'entreprise parce que vraiment, quand elles ont une belle mission, une belle vision, elles sont convaincues que juste en mettant Made in France et certifié, eh ben, elles vont vendre à fond. Alors que pas du tout, la moitié de la France, en vrai, s'en fout complètement. Elles sont prêtes à acheter des trucs à 15 euros juste parce que c'est beau. Et tu vois, toi, tu es à 45 euros parce que tu es éthique. Bah, il va falloir mieux que c'est fait en France pour vendre, tu vois. Et donc, il est là le challenge.
Mais c'est intéressant à vendre. Surtout au niveau de la vidéo maintenant, parce que j'écris les scripts des entreprises avec qui je bosse. Et là, il y a vraiment la partie un petit peu histoire, émotion, plus la mise en avant des bénéfices et la preuve la composition des produits qui doit être bien faite. Mais c'est intéressant, c'est un beau challenge et ça marche souvent bien, donc c'est cool. Ça change des arguments de vente qui sont haute qualité, ou tu sais, Ouais, les témoignages ultra stéréotypés, là, genre trop content, 5 étoiles, ouais. tiret Jean, tu sais, genre ok. Non, mais il y en a plein qui le font quand même, hein. Des Ouais, fois, ouais. quand je visite les sites de mes clients, des fois, je dis, mais vous faites quoi là? Puis en plus, c'est des timides, ils savent pas trop comment se vendre et tout. Dernière fois, je regardais une page et pareil, elle me dit, ouais, c'est une huile qui est très intéressante pour la peau. Je dis, mais sérieux, tu vas vendre quoi avec ça? Enfin, mets des émotions, mets de la preuve et utilise des éléments. Parce que moi, tu me mets ça, je dis, bah super. Enfin, j'achète pas ton produit parce qu'il est très intéressant, tu vois. Et donc, c'est important de pouvoir challenger les personnes là-dessus et de les développer, parce qu'au final, elles ont besoin de ça, parce que sinon, si elles restent dans cette lignée-là, elles vont juste couler, parce qu'elles vendent pas. Et c'est ça qui est chiant. Et puis toi, tu as cet avantage du coup d'avoir un même niveau de connaissance, de compréhension avec tes clients. Vous avez sans doute le même langage et c'est plus facile aussi de leur faire comprendre des trucs et de restituer leur valeur dans un message marketing. Genre, Ouais. c'est toujours toi qui gères le copywriting ou tu as des gens qui s'en occupent pour toi? Non, ça dépend. Enfin, moi, je fais beaucoup de propositions et souvent, je travaille avec les entreprises directes. On se fait des points d'une ou deux heures. Et là, on va dire, OK, bon, bah, regarde, tu vois le message là, et il est bien. Elle me dit oui. Je dis, bah non, c'est pas du tout vrai, il est nul. Donc, vas-y, viens, on recommence, on va mettre des vrais mots. Et donc là, c'est hyper challengeant pour eux parce ils ont pas l'habitude de se faire un peu brusquer. Mais le problème, c'est que si tu changes rien, ben il y a rien qui se passe. Donc ouais, c'est moi qui l'ai fait, mais avec eux parce qu'il faut quand même rester dans leur ADN. Et souvent, en fait, ces personnes-là, elles parlent super bien de leur produit à l'oral quand je dis bah pourquoi il est bien, enfin explique-moi ce que tu as mis en place. Et là, moi, je note beaucoup ce qu'ils racontent. Et c'est fou comme à la parole, si tu retranscris juste ce que les personnes, enfin, les entrepreneurs racontent de leur projet, ben, tu peux le vendre 10 fois mieux. Enfin, à l'écrit, ils sont nuls, mais à l'oral, ils sont trop forts pour le présenter. Et ça qui est intéressant. Est-ce que les personnes qui viennent à toi sont 100% des profils de cette niche ou il t'arrive aussi d'être contacté pour des projets plus génériques de Facebook, Google Ads qui ne sont pas du tout les projets dans la niche que tu recherches? Pour le moment, non, ça va. C'est des profils assez qui correspondent à ma cible. Après, comme je t'ai dit, enfin, j'ai pas non plus une énorme visibilité. Moi, mes clients, je les rencontre surtout soit sur des salons, soit par ma prospection, donc que je fais par téléphone ou par mail. En leads qui viennent à moi, ouais, non, j'en ai pas énormément, mais c'est des leads qualifiés, donc ça, c'est cool. Là-dessus, sur la prospection, parce qu'en ce moment, je suis dessus, donc si tu veux, Ouais, ça m'éveille des trucs. Vu que tu es dans une niche assez spécifique, l'avantage, bah, ça va être que sans doute tu peux plus facilement aller identifier des profils à contacter. ouais. Est-ce que derrière, t'as pas l'impression, je sais pas, hein, peut-être que c'est pas du tout le cas, que tu as je veux dire, un bassin de prospects qui est limité? Comment tu te positionnes là-dessus? Non, ça va, le bassin de prospects, il est quand même super grand parce que bah, tu vois, je suis pas que au textile. Il y a des bijoux qui sont faits de manière durable, il y a des marques de cosmétiques, des marques de vêtements. Donc c'est vraiment très large et puis tu as toutes les tailles, tu vois, des entreprises, il y en a qui se créent chaque jour. Et c'est des entreprises qui auront forcément un besoin en marketing, enfin, de pouvoir vendre leurs produits. Donc non, c'est pas limité et ouais, pour le moment, ça me suffit à mon échelle, donc c'est cool. C'est une question qui était posée un petit peu naïvement, mais je préférais la poser directement parce que tu vois, sur une des vidéos TikTok que j'ai publiées là récemment, on me disait en commentaire, mais est-ce qu'il faut plutôt se nicher ou il faut ratisser large? Pour moi, mon avis, c'est clairement qu'il faut se nicher. Mm. Moi, je suis plutôt niché sur, on va dire, une techno TikTok Ads. Toi, tu es plutôt niché sur des entreprises éthiques responsables. Donc, finalement, on s'aliène une partie des gens qui veulent soit vendre du fast fashion ou des gens qui veulent que du, je sais pas, Pinterest Ads, auquel cas on Ouais. est pertinent ni toi ni moi. Et puis on me retorquait, ouais, mais Carrefour et Amazon, ils vendent tout, ils font énormément de chiffre d'affaires.
Qu'est-ce que t'en penses de ça, tiens? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Mais c'est rigolo, mais quand en fait faut déjà avoir lancé un business pour comprendre. Tu deviens pas Carrefour du jour au lendemain, tu vois. Quand tu commences, déjà passe de 0 à 1, c'est bien. Après va chercher 10, après va chercher 50, 100. Mhm. Mais il y a un énorme chemin et peut-être que dans 5, 6 ans, bah, j'aurai grandi et que je ferai un petit truc un peu plus large ou pas, tu vois. Peut-être que j'élargirai plus ma gamme de services, mais je resterai toujours sur ce côté responsable parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur et je pense qu'il y a assez pour une agence. Mais ouais, déjà, faut commencer petit, pas griller les étapes, tu vois. Si t'arrives direct, parce que moi, c'est un peu ce que j'avais vu au début, quand je m'étais lancé, je me suis dit, bon, comment on fait? J'ai regardé un peu sur Internet, ça disait, ouais, faut cibler les gros, que du high ticket, aller cibler large, c'est plus facile de trouver un client à 1000 que 10 à 100. Bah, c'est carrément faux, tu vois, ça n'existe pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu vas voir un client high ticket, il va te demander tes références, tes études de cas, etc. Et si t'as jamais eu de client avant lui, bah, t'en auras jamais de client tout court parce que tu peux bluffer comme tu veux. Le mec qui a un gros ticket, il va pas donner son argent à un mec un peu bancal, quoi. Donc, c'est faux. Donc, faut commencer petit à petit, faire des services avec des clients au début qui sont pas forcément les meilleurs, les plus gratifiants. Mais au moins, tu te fais la main et après, tu grandis un peu avec eux. Et là, ça t'ouvre des portes pour aller chercher des clients plus crédibles et plus gros. Tu te développes petit à petit, quoi. Mais non, pas ratisser large et contacter tout le monde au début, c'est une grosse connerie, ça. Et comment tu ferais pour, si on devait donner le blueprint, la méthode. C'est le truc des podcasts. Dans Ouais. cet épisode, on va vous donner la méthode actionnable step by step. Bon, c'est un peu ça, de comment tu ferais pour choisir une niche. C'est pas forcément la tienne, hein. Quelqu'un qui écoute Ouais, ce ouais. podcast et qui vient de réaliser que, en fait, attaquer Carrefour de front, c'est pas une si bonne idée. Comment choisir une niche et se lancer dedans, selon toi? Pour moi, bah déjà, comment choisir sa niche? Faut voir ce qui te fait kiffer. Tu vois, donc tu choisis un environnement ou juste une techno que tu maîtrises. Tu dis bon bah ok, je vais faire que du Pinterest, par exemple. Ok, bon bah maintenant comment tu trouves tes clients? Bah tu cherches, tu ratisses bah, des entreprises qui en ont besoin. Si tu es sur Pinterest, tu vois déjà quel genre d'entreprise est sur Pinterest. Donc je suis pas trop sur Pinterest, donc l'exemple il va être chiant parce que je pourrais pas te donner trop de trucs, mais voilà, tu prends un service où tu es spécialisé, tu appelles les entreprises, tu appelles, ou tu fais enfin, ou tu fais des rencontres, enfin, faut que tu découvres les chefs d'entreprise, les décideurs, quoi, et tu trouves tes premiers clients. Et une fois que tu as trouvé ton premier client, enfin, pour les trouver, t'hésites pas à avoir un prix un petit peu accrocheur, un prix vraiment bas par rapport au marché, parce que de toute façon, tu dois trouver tes premiers clients, c'est la première chose à faire. Donc, prix faible ou pas faible, même si tu veux, tu travailles gratuit. Moi, je l'ai fait au début, pas de souci avec ça, tu vois, c'est pour trouver tes premiers clients, sois prêt à tout. Et une fois que tu en as un, essaie d'avoir des résultats. Et quand tu as des résultats, publie-les. Partage à fond ce que tu fais, prouve que tu sais travailler. Et là, du coup, les prochains clients, ils seront plus faciles à obtenir. Et après, ça va se faire naturellement. Tu auras acquis une certaine expérience en prospection, tu auras des résultats à prouver, tu auras des clients en référence. Et après, tout se fait automatiquement, quoi. Mais passe de 0 à 1, même gratuitement. Un client pour qui tu travailles gratuit, c'est quand même un client parce que si tu fais du bon travail, tu pourras le facturer après, tu vois. Et maintenant que tu as ce recul, c'est cette vision un petit peu plus holistique, j'ai envie de dire, sur les choses, quelles seraient les erreurs classiques, les mauvais conseils qu'on a pu te donner et qui seraient judicieux d'éviter quand soit on veut se lancer, plus généralement, ou quand on veut trouver sa niche et se développer, avoir ses premiers clients. Bah, j'ai un peu les deux versions en mode projet startup un petit peu innovant et le projet agence service. Je vais commencer par le startup, Mhm. le business plan, ça sert à rien. Réfléchir trop longtemps sur une couleur de bouton d'un site internet, ça sert à rien. Se concentrer sur trouver tes clients, ça c'est super important. Et hésite pas à vendre ton produit avant de l'avoir dispo, tu vois. Fais de la préco si tu veux, fais des ventes et tu achètes le produit juste derrière où tu as 3 jours de délai max entre l'achat et la livraison. Mais vends d'abord avant de lancer ton produit et d'investir trop dedans parce que si t'as pas de preuve de marché et que tu fais pas trop d'argent, tu vas juste cramer ton pognon pour pas grand-chose. Donc ça c'est pour les startups. Et pour tout ce qui est agence de service, trouve ton premier client, travaille pas cher et gratuit s'il faut, mais trouve ton premier client et des résultats, et là tu pourras chercher à développer. Mais au début, il faut te faire la main, faut découvrir un peu la vie d'entrepreneur, quoi, et ça vient pas tout seul, donc pas avoir peur de se lancer,
Pas besoin de site, pas besoin d'outils hyper spécialisés. Tu prends ton téléphone, un fichier Excel, tu notes les entreprises et t'appelles un par un et c'est bon, tu vois. Et maintenant, si on se tournait vers l'autre côté du spectre, je sais pas, de l'autre côté de l'autre côté, Ouais. côté client. Tes clients, bon, donc dans la niche plutôt responsable, éthique, écolo et compagnie. Toi, généralement, enfin je dis généralement parce que je présume que tu as commencé à trouver peut-être des similarités, des trucs qui pêchent auprès de ces entreprises. Ce serait quoi les quelques conseils que tu aurais à leur donner à eux par le prisme de marketing, publicité en ligne sur lequel bah, tu sais le mieux les accompagner? Ouais. Déjà, faut qu'ils arrêtent d'accepter les calls de Facebook. Les accompagnements de Facebook, c'est la Oui. plus grande arnaque de France. C'est incroyable comme ils sont incompétents et donc faut arrêter de les écouter. Parce que des fois, je parle avec des entreprises qui me disent non, mais nous, on a un accompagnement spécial de Meta pendant 2 mois. Bah, ok, ben abandonne. Enfin, si tu les écoutes, tu vas juste cramer Ouais. ton pognon. Donc, pour les entreprises, attention à Facebook. C'est vraiment pas très compétent là-dessus, quoi. Et ouais, campagne de trafic, tout ça en ads, oubliez tout de suite. Votre but, c'est pas de faire de la noto, c'est de vendre. Donc voilà, se concentrer sur la vente, faire du bon marketing, mettez en avant la preuve sociale, mettez en avant les bénéfices que vous apportez. Je vois trop d'entreprises qui parlent de leurs caractéristiques, donc du fait que ce soit ben, super, je sais pas, en textile 100% coton, ou alors des formules bio faites en France. Mettez les avantages, dites que vous allez hydrater des peaux pendant 48 heures, que c'est un produit qui a été prouvé grâce à cet ingrédient-là qu'il est efficace. Vraiment, mets en avant les bénéfices plutôt que tes caractéristiques et concentre-toi sur la valeur que tu apportes à ton client, tout simplement. Tu vois, il faut que ton produit il ait une réelle utilité et il marchera s'il marche. Question un peu personnelle, Kylian, sur, je sais pas, je me disais, comment tu envisages le futur par rapport à ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe dans ton agence? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir développer pour toi et pour les entreprises que tu vas accompagner? C'est quoi ton rêve, ta vision? Ma vision, c'est de travailler avec des entreprises qui ont des projets de plus en plus grands, parce qu'aujourd'hui, je travaille avec des entreprises, on va dire, entre petites et moyennes. Maximum, ils doivent faire 7 millions de chiffre d'affaires, bon, ce qui est bien, et il y en a qui en font même pas 1000, tu vois. Mhm. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment de lancer les marques qui se lancent et les accompagner jusqu'à du 1 million, 2 millions par an. Ça, c'est magnifique. Donc j'aimerais garder ce prisme-là, mais aussi pouvoir développer des entreprises qui sont déjà en place, mais qu'on va les challenger parce qu'ils ont pas, enfin, ils ont pas de trucs un peu innovants. Ils font toujours la même chose. Ça commence à ralentir. Ils ont besoin d'une nouvelle vision. Donc voilà, le futur serait peut-être acquérir un peu de plus de gros groupes, toujours continuer à développer les petits comptes et puis si voilà, je peux me développer un peu plus, recruter, pourquoi pas, d'ici fin de l'année ou l'année prochaine pour essayer de construire vraiment une grande agence et être référencé comme l'agence spécialisée pour les entreprises responsables, ça me ferait kiffer. Ouais. Et question un petit peu philosophique, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un espèce de paradoxe à avoir des entreprises tu sais, dans l'éco-conception, etc., et faire de la publicité en ligne, c'est-à-dire scaler, faire toujours un petit peu plus de ventes, tu vois, faire du marketing bien capitaliste, Ouais. etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, en fait, moi, je pars du principe que quand on crée une entreprise, c'est pour quand même gagner de l'argent. Donc, je préfère que ce soit une entreprise qui ait des bonnes valeurs derrière et qui nourrisse des projets solidaires avec des assos ou des projets vraiment bons pour l'impact sur la planète, plutôt que d'envoyer du fric à H&M, parce que dans tous les cas, on va dépenser notre argent. Mais je préfère acheter un t-shirt chez Opal ou des marques françaises bien, tu vois, plutôt que d'aller chez H&M pour me refaire et me dire, ok, ben, j'ai un beau t-shirt, quoi. Donc, non, la pub, c'est obligatoire. Et je préfère qu'on mette en avant les entreprises responsables et qu'on consomme plus de responsables plutôt que bah, de voir les entreprises qui font pas du très très responsable et qui vendent quand même. Donc on est là pour leur piquer des parts de marché ici. Moi, de toute façon, il y a toujours un moment dans l'épisode de podcast où je me fais un petit peu l'avocat du diable, où je prends un point de vue qui n'est pas le mien, parce que je veux dire, je fais du marketing. Qui serais-je pour dire qu'il ne faut pas faire du marketing et que c'est mauvais Ouais, pour la planète? Enfin, sinon, j'arrêterais toute mon activité, si tu veux. Mais j'aime bien, tu vois, qu'on se pose un petit peu la question, donc je te remercie pour ta réponse là-dessus. Et
Kylian, en tout cas, merci déjà pour toutes les questions auxquelles tu m'as apporté toutes ces réponses également. Euh, Maintenant, je me tourne vers toi, comme j'ai l'habitude de le faire avec mes invités. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des points que tu estimes j'ai pas assez soulevé, des trucs qui te restent, qui te brûlent les lèvres et que tu aimerais absolument nous dire avant qu'on se tourne vers la fin du podcast? Là, tout de suite, non, dans ma tête, j'ai pas d'idée. Je suis assez, quand je discute, j'ai des fois des sujets qui viennent, je peux passer d'une question à une autre dans mes réponses, donc non, je sais pas, des fois je suis assez évasif. À toi de, comme tu l'as fait, des fois me restructurer, à bien les mettre les questions en place. Mais non, moi j'ai pas d'idée, pas de sujet en particulier à traiter. Ouais, c'était pas une question piège, c'était juste pour pas te frustrer. Donc écoute, si t'as pas de, si t'as pas de question, y a pas de problème. Tout simplement, je vais te demander de nous dire dans ce cas-là où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur ton site web, où est-ce qu'on peut te trouver, Kylian? Ouais, on peut me retrouver sur LinkedIn, donc Kylian Labassi, avec deux B et un C à Labassi, et un seul L à Kylian. Je vois trop de gens arracher mon prénom tous les jours alors que je parle avec eux. Il y a écrit mon nom, mon prénom, et en message, ils me disent Kylian avec deux L. Bon, c'est rigolo. Et sur mon site internet, kl-digital.fr, si vous voulez prendre rendez-vous, discuter des ads pour toutes les entreprises responsables, je serais ravi de pouvoir échanger avec. Ok, bah écoute, en tout cas, moi, j'ai été ravi de pouvoir échanger avec toi dans cet épisode. J'espère que t'as kiffé. Ouais, c'était cool. Ouais, bah merci encore, Kylian. Et puis, voilà, vous savez où le retrouver maintenant. Ceci est la fin de cet épisode du podcast Ultra Giga Cool. Et puis à très bientôt pour le prochain. Salut Kylian. Ciao, merci Gaëtan.